Bonjour, je suis Oumi Chongan. Bienvenue sur NDUP, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui pensent et pratiquent autrement la santé en Afrique et dans le Sud global. Ici, nous parlons décolonisation de la santé, comment nos savoirs, nos pratiques et nos corps sont marqués par l'histoire coloniale, mais aussi comment des voix, longtemps marginalisées, proposent d'autres chemins de soins, d'autres manières de guérir et de comprendre la vie. Si vous aimez ce travail indépendant, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour soutenir le podcast. Merci pour votre écoute. Aujourd'hui, nous partons en Haïti à la rencontre des savoirs obstétricaux traditionnels, ceux des femmes qui accouchent, des sages-hommes et des matrones. Haïti, c'est à la fois le monde noir et le sud global, un espace où s'entremêlent les héritages de résistance et les blessures de la domination. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir l'anthropologue Aubrey Andanus, professeur à l'Université d'État en Haïti et à l'Université de Sherbrooke au Canada. Il est membre de la chaire UNESCO, Éducation et Santé, et auteur de l'ouvrage Anthropologie de l'accouchement à domicile. Les mères, les matrones et les sages-hommes traditionnels d'Haïti prennent la parole, publié en 2021. Bonjour, professeur Danus. Bonjour. Bienvenue. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui sur NDUP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre travail? Ah, je pense que vous faites allusion aux professionnels, je dirais, traditionnels. Parce qu'en Haïti, il y a plusieurs catégories de professionnels. Il y a deux médecines en Haïti. Il y a une médecine occidentalo-centrée qui est pratiquée par les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières, les auxiliaires, etc., les gynécologues obstétriciens. Donc, c'est des praticiens modernes, entre guillemets. Parce que voilà, sur certains plans, ces praticiens ne sont pas toujours modernes. Donc, il y a des praticiens, je dirais, que je qualifierais de traditionnels, mais c'est des personnes qui pratiquent une médecine écocentrée, africanocentrée, ancestrale, tout ce que vous voulez. Et il y en a beaucoup. Par exemple, on peut citer les matrones, les médecins feuilles, les rongans, les mambos, les médecins des os, etc. Parmi les acteurs tous ces acteurs peuvent aider les femmes à accoucher, donc les acteurs, je dirais, traditionnels, les mambos, les matrones, les rongans, etc. Mais ils n'interviennent pas tous en même temps. Tout dépend de la façon dont l'accouchement est perçu. Par exemple, si le processus de l'accouchement est considéré comme normal, comme naturel, eh bien, ce sont les matrones qui s'en occupent. Mais si l'accouchement fait l'objet d'une reprise, par exemple, si l'accouchement est bloqué, entre guillemets, c'est-à-dire si le blocage de l'accouchement fait l'objet d'une représentation exocausale, en d'autres termes, l'accouchement est bloqué par un mauvais esprit, par une femme, par une sorcière, etc., ou bien par un esprit. Donc, il faut faire appel dans ce cas soit à une mambo, soit à un onguent. C'est des spécialistes de la médecine, je dirais, ancestrale qui vont faire appel à les pratiques, je dirais, magiques, symboliques, médicales, techniques, pour aider la femme qui accouche, pour aider la partenaire à accoucher de son enfant. Ouais. D'accord, très intéressant. Je trouve parmi en fait les figures que vous présentez dans votre travail, le rôle de la matrone est très intéressant. Il y a aussi, donc vous avez rappelé les médecins feuilles, les mambos. Considérons le statut de la matrone. Vous dites que cela remonte à très loin. Comment est-ce qu'elle soignait, notamment durant l'esclavage? Ouais, c'est une belle question, même si il n'y a pas beaucoup de données, mais on sait que les matrones, les Africaines mises en esclavage de la colonie française de Saint-Domingue, pas seulement à Saint-Domingue, mais en Martinique, à la Guadeloupe, c'est-à-dire dans toutes les colonies françaises d'Amérique, il y avait des Africaines, des femmes noires, ben, des femmes noircies, si vous voulez, il n'y a pas de femmes noires, des femmes noircies, mises en esclavage. Et, euh, et à l'époque, il n'y avait pas de dispensaire à la disposition des femmes mises en esclavage. En fait, des esclaves, si vous voulez, entre guillemets, parce que on n'est pas, l'esclave, ça ne fait pas partie de notre nature. On est esclavagisé, on est mis en esclavage. Il n'y a pas d'esclaves, mais il y a des personnes mises en esclavage, des personnes
esclavagisées, si vous voulez. Donc, et à Saint-Domingue, les matrones qui sont arrivées à Saint-Domingue à bord du bateau des colons ont dû s'adapter au contexte géographique local en découvrant les plantes, en apprenant à utiliser les plantes du terroir, les plantes médicinales, les plantes locales, pour se soigner, mais également pour soigner leurs homologues. Leurs homologues. C'est-à-dire, quand une femme accouche dans un champ ou bien dans une case, et bien voilà, en fait, une femme, une négresse, en quelque sorte, on peut le dire comme ça, mais il faut faire appel à une matrone. En créole, on dit femme chai. Femme chai, des femmes de peine au sens imagé du terme, c'est-à-dire une femme qui est capable de se mettre dans la peau de la parturiente de la femme qui accouche pour l'aider à accoucher de son enfant. C'est ça, qui partage les souffrances, je dirais, émotionnelles, les souffrances psychiques et physiologiques de la femme qui accouche. C'est ça une femme shy, une femme de peine, voilà. Une femme qui est capable de, de t'aider à transporter ta charge, ton fardeau, on peut le dire comme ça. Donc, c'est-à-dire, ils ont développé une connaissance approfondie dans les domaines de la thérapeutique végétale. Ce sont des phytothérapeutes traditionnels. Ils ont créé bon, ils ont réinventé les rituels parce que ils sont pas, ils ne sont pas arrivés à Saint-Domingue démunis sur le plan rituel, sur le plan symbolique, sur le plan médical. Bien au contraire, ils ont adapté leur savoir au contexte local, au contexte colonial. C'était pas facile, mais c'était obligatoire. En fait, c'était vital parce que quand une femme accouche, elle a besoin d'être assistée, d'être aidée. Parce que l'accouchement, ça fait penser à la mort. Donc, et la femme, la matrone, c'est vraiment une femme extraordinaire qui a même un pouvoir, je dirais, lumineux dans le sens où elle est perçue comme une lumière, comme une sorte de divinité incarnée pour la femme qui accouche. Oui, et Oui, d'ailleurs, vous dites que vous parlez de l'empathie et toutes ces qualités de la matrone, de se mettre à la place de celle qui accouche, la bienveillance, etc. Vous dites que c'est pour ça, en fait, qu'elles ont beaucoup de succès dans l'accouchement parce que finalement, on trouve des conditions qu'on ne retrouve pas à l'hôpital, par exemple. oui. Oui. Donc, les matrones conservent, si vous voulez, la dimension humaine de l'accouchement. Parce qu'à l'hôpital, la personne qui accouche est réduite euh, à son corps, et elle est considérée comme un numéro. Donc, l'accouchement est un processus purement physiologique et technique aux yeux des praticiens hospitaliers, des acteurs modernes, des médecins modernes. Alors que à la maison, l'accouchement est, euh, est ancré dans une pensée aux dimensions multiples, symboliques, magiques, religieuses, médicales, écologiques, tout ce que vous voulez, mythologiques. Et c'est ce qui permet à l'accouchement, à l'événement, voilà, d'avoir un sens aux yeux des personnes qui accouchent. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes, quand rurales, préfèrent accoucher à la maison plutôt que, plutôt que de se rendre à l'hôpital pour recevoir pour se faire, je dirais, maltraiter, hein, pour se faire, pour subir, si vous voulez, la violence obstétricale, la violence morale, psychologique, tout ce que vous voulez. Parce que à l'hôpital, tu es seul quand tu accouches. Et voilà, on dit, madame, il faut attendre. On peut me dire, ah, pourquoi on n'avait pas pris la pilule, etc. C'est-à-dire, la femme, souvent, fait l'objet d'une maltraitance, hein, fait l'objet de violences morales hein, de la part des praticiens hospitaliers. Mais à la maison, même si tu as déjà accouché de 10 enfants, on ne va pas te dire, ah, madame, pourquoi tu es en train d'accoucher d'un 11e enfant, non. Tu es libre hein, de mettre au monde autant d'enfants que tu souhaites, que tu peux. Donc, et puis, non, il y a aussi la dimension écologique, c'est-à-dire on peut aller dans la nature, cueillir des plantes pour préparer une tisane, une décoction, etc. On peut aussi emmener la femme sous un arbre sacré pour demander à un esprit de l'aider, de la protéger, etc. On peut aussi faire appel à une spécialiste en du sacré, quoi, comme une mambo, un onguent, pour débloquer l'accouchement. Parce que l'accouchement, on croit que l'accouchement,
peut-être bloquée par quelqu'un. Moi, je m'en souviens. Le souvenir que je m'en souvienne, la femme d'un oncle paternel accouchait d'un mien cousin, mais cette femme partageait son mari avec une autre femme. Donc, elle a cru que l'accouchement était bloqué par cette femme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel à un onguent, c'est-à-dire un guérisseur traditionnel, si je peux le définir comme ça. Et puis, le onguent est venu et il a réalisé des rituels spécifiques, magiques, médicaux et symboliques. En quelques minutes, l'accouchement a été débloqué. Donc, voilà, elle a pu accoucher de son enfant. Et du coup, c'est très intéressant ce que vous dites parce que l'une des raisons pour lesquelles vous avez cité tous les services rendus par les matrones et ce que les femmes évitent quand elles vont à l'hôpital, notamment les violences obstétrico-gynécologiques, vous avez un petit peu, vous avez aussi dans votre travail fait une différence entre bien accoucher et mieux accoucher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux conceptions-là? Voilà, c'est très intéressant. Alors, bien accoucher, ça me fait penser à une philosophie andine qui s'appelle Buen Vivir, le fait bien vivre, c'est-à-dire ne pas gaspiller, se contenter de peu, et voilà, pratiquer ce qu'on appelle la durabilité régénératrice et réparatrice, on peut le dire comme ça. Et, bien accoucher, pour moi, c'est lorsque la maternité, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement et les postpartum sont ancrés dans une pensée, je dirais, complexe, magique, symbolique, médicale, mythologique, religieuse, spirituelle, tout ce que vous voulez, et éco-centré, écologique, et voilà, parce que lorsque l'accouchement est ancré dans l'ontologie relationnelle, c'est-à-dire la non-séparation entre la femme et son corps, entre la femme et l'esprit, entre la femme et la nature, entre la femme et les ancêtres, entre la femme et les esprits, entre la femme et l'environnement, voilà ce que vous voulez. Donc là, on parle de bien accoucher. Et même si sur le plan technique et médical, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais dans la majeure partie des cas, ça se passe très bien parce que l'accouchement est un phénomène naturel, voilà, et qui a été ritualisé par l'homme afin de lui donner un sens, de complexifier son sens. Donc, à l'hôpital, l'accouchement en fait est déritualisé, c'est-à-dire il y a les rituels aux yeux des praticiens qui les rituels ne font plus sens. En fait, les rituels ne sont pas rentables parce qu'ils font perdre beaucoup de temps aux praticiens. C'est-à-dire, un accouchement, ça peut durer beaucoup de temps. Ça peut durer 24 heures, mais à l'hôpital, tu ne peux pas passer 24 heures. Parce que dès qu'on constate que l'école, les processus de dilatation n'est pas encore déclenché, on dit, madame, vous n'allez pas accoucher, rentrez chez vous, ou bien voilà, vous. Mais c'est pour ça que beaucoup de femmes, parce que l'accouchement pour moi, c'est quatre phases, le pré-travail, le travail, et puis l'expulsion du fœtus et la délivrance, voilà. Quatre phases. Mhm. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ont besoin de beaucoup de temps, voilà, pour que les processus de dilatation du col soient déclenchés. Et les médecins profitent de ce temps pour dire, madame, vous ne pouvez pas accoucher pour le demander, en leur demandant de faire une césarienne. Parce que la césarienne, ça permet aux médecins de faire beaucoup d'argent. Ça permet au centre hospitalier de faire beaucoup d'argent. Donc, ils exploitent l'ignorance des femmes du processus physiologique pour soutirer leur argent pour les faire payer beaucoup d'argent. Donc, D'accord. c'est... ouais. Mm, Mhm. mm, Et si j'ai bien compris, concernant la place des matrones, et je pense que c'est un peu le cas pour plusieurs pays mm, dans les Suds, à partir des années 80, il s'est passé quelque chose. Les organisations des Nations Unies telles que l'OMS, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la population, ils ont lancé des programmes de recyclage des matrones pour promouvoir notamment les soins maternels et infantiles. Vous dites que cela a eu pour conséquence une vraie épistémicide. Dites-nous ouais, ce que ouais, cela veut dire et dites-nous ce que cela veut dire et quels sont ses effets en obstétrique traditionnelle aujourd'hui. ouais. Euh, le problème est que j'ai créé un concept qui s'appelle intolérance ontologique et épistémique. C'est le fait de mépriser
les croyances, les savoirs, les cosmovisions des autres. C'est-à-dire, aux yeux d'une sage-femme haïtienne, d'un médecin haïtien, les matrones ne savent pas. Ce sont des ignorantes qui peuvent, si elles arrivent à aider une femme à accoucher, c'est parce que, bon, c'est normal, cette femme allait quand même accoucher, voilà. Donc, c'est-à-dire, la dimension relationnelle, humaine, affective, hein, psychologique, hein, de l'accouchement, qui promeuvent les matrones, voilà, donc, n'est pas considéré à sa juste valeur aux yeux de ces personnes. Donc, lorsqu'ils réalisent, par exemple, lorsqu'ils prétendent réaliser une formation à l'intention de sa matrone, ce n'est pas pour aider les matrones à améliorer le savoir, mais pour les aider à les abandonner. Par exemple, ils mentent en disant, après 1 heure, si vous n'arrivez pas à aider cette femme à accoucher, il faut l'emmener à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la femme meurt parce qu'il n'y a pas de route, parce que la femme n'était pas préparée sur le plan financier et psychologique pour aller à l'hôpital. Donc, alors que l'accouchement demande du temps. Non, l'accouchement à domicile est inscrit dans une temporalité qui est vraiment différente de la temporalité de l'accouchement qui sous-tend l'accouchement hospitalier. À l'hôpital, c'est du temps linéaire. Voilà, après X temps, il faut passer, il faut, euh, il faut césariser cette femme. Mais à la maison, on prend son temps, on donne du temps au temps, et d'une manière générale, ça se passe très bien. Donc, l'épistémicide, c'est le fait de citer ces matrones à abandonner leur savoir, des savoirs qui étaient jusque-là efficaces. Voilà. Comme par exemple les bains de feuilles. Les bains de feuilles ou bien les bains de vapeur, pour un médecin, c'est une perte de temps, pour une sage-femme, c'est une perte de temps. Mais ces bains de feuilles ont non seulement des propriétés, et je dirais, thérapeutiques, c'est-à-dire ils permettent de guérir des cicatrices, comment dire, des, des déchirures, des petites déchirures périnéales. Et de plus, ça impacte leur santé physiologique sur le plan positif. C'est-à-dire, ces bains de feuilles participent à la prévention de la dépression postpartum. Cette maladie-là n'existe pas au sein des communautés rurales où les rituels qui entourent le postpartum sont mis en application. D'accord. Et alors, à vous entendre, on penserait que du coup, l'accouchement à domicile se passe très très bien et Oui, que du oui. coup, il n'y a pas de souci. Alors, il me semble que l'approche de promotion des soins maternels infantiles et de ramener les femmes à l'hôpital, c'était pour prévenir la mortalité de ces femmes-là à domicile, etc. Mais vous, vous dites dans votre travail qu'il y a très peu de Oui, problèmes oui, 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 oui. à Oui, domicile. oui, 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 parce que ma mère a accouché de ses enfants à la maison, il n'y a pas eu de problème. Ma grand-mère, pareil, les voisines. Donc, c'est-à-dire, la mortalité par accouchement, c'est vraiment rare, parce que c'est très difficile à une femme de mourir là, lors d'un accouchement ou après un accouchement. C'est très, 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 très rare. Donc, on a fait de ces problèmes-là toute une salade parce qu'il y a de l'argent. On dit les femmes mères, voilà, ils font des projets pour collecter de l'argent, thésauriser de l'argent sur les dos de ces femmes. Au contraire, cette formation, la formation, je dirais, verticale et qui est dispensée, qu'il dispense aux matrones, contribue à, à l'augmentation surtout des mortalités maternelles et néonatales, parce que tout simplement, ils ne tiennent pas compte des conditions objectives dans lesquelles vivent ces femmes rurales. Et puis, on ne peut pas demander à une femme d'aller à l'hôpital à la dernière minute. Voilà. À la dernière minute. De plus, il faut pas, il faut être sincère, hein, c'est pas après 1 heure qu'une femme accouche. Une femme n'accouche pas après 1 heure. C'est un mensonge. Et puis voilà. Et dès qu'une femme rurale sait qu'elle va à l'hôpital, elle est déjà morte. Elle se sent déjà morte. Elle dit, ah, voilà, je suis morte. Je suis morte. Les femmes Et, haïtiennes sont ouais, réticentes à aller à ouais, l'hôpital. ouais, ouais, C'est ouais, ouais, quelque ouais. chose qu'elles Alors, ce craignent. qu'il faut faire, la solution, c'est de pratiquer, consiste à pratiquer
ce que j'appelle l'écologie des pratiques obstétricales. C'est-à-dire, il faut que les médecins et les matrones collaborent sur le terrain hospitalier. L'accouchement naturel, voilà, la sage-femme, la matrone s'en occupe, ou la sage-femme traditionnelle peut s'en occuper. Et puis, lorsque la femme doit subir une césarienne, et voilà, on demande à l'équipe médicale, voilà, de s'en occuper. C'est ça. Donc, il faut respecter les savoirs des matrones pour conserver la dimension, je dirais, rituelle, culturelle, symbolique, écologique de l'accouchement. Mais les matrones ne peuvent pas réaliser un accouchement, pas un accouchement, je dirais, dystopique. Et bien, dans ce cas, on va demander au médecin, voilà, de s'en occuper. C'est pas difficile. Donc, c'est-à-dire, et, les accouchements, les matrones sont bien conscientes de, des accouchements difficiles, c'est-à-dire des accouchements qui nécessitent une intervention chirurgicale, une césarienne en urgence, etc. Et c'est pour ça qu'ils acceptent de collaborer. Ce sont les médecins qui, qui pensent que les matrones, voilà, ne sont pas des actrices de soins crédibles, hein, qui méritent d'être traitées avec respect, voilà. Les matrones sont victimes de la colonialité ontologique, c'est-à-dire elles sont méprisées, et épistémiques, c'est-à-dire leurs savoirs ne sont pas considérés euh, comme des choses efficaces, voilà, comme des savoirs dignes de ce nom, voilà. D'accord. D'ailleurs, pour un petit peu dépasser la question du mépris, vous avez développé une méthodologie particulière dans votre travail pour changer la manière dont les Oui, accoucheuses oui, oui, sont oui, qui perçues. s'appelle Et l'atelier de dialogue local. Ouais. qui s'appelle comment? L'atelier de dialogue local. L'atelier D'accord. de dialogue local, ouais. Parlez-nous un peu de cet atelier de dialogue local. Ouais, alors, pour élaborer cette méthode, je me suis inspiré de la pédagogie du pédagogue brésilien Paulo Freire. Donc, cette méthode, je la développe depuis 2016 sous la supervision de l'UNESCO. Donc, comment concrètement elle se manifeste? Par exemple, quand je vais sur le terrain, je n'ai pas d'idées préconçues, je n'ai pas de catégories prédéterminées. Donc, je vais sur le terrain, je réunis des femmes, des médecins faits, des mambos, des ongans, des spécialistes de l'accouchement à domicile, etc. Et je leur demande de me parler de leurs pratiques. Je les encourage à se corriger mutuellement. Donc, elles parlent de leurs pratiques, et puis, voilà, bon, bien sûr, elles savent, ils savent qu'ils ne savent pas. Ils disent, madame, vous connaissez beaucoup de choses et moi, je suis votre étudiant, je viens ici pour apprendre. Parce que d'habitude, lorsqu'on les convoque, lorsqu'on les réunit, c'est pour leur faire une formation, leur donner une formation. Parce que moi, j'ai fait l'inverse, alors, je les contacte, je les réunis pour apprendre des choses auprès d'elles. Alors, après, je leur demande de se corriger mutuellement. Donc, il y a des comportements qui mérite d'être renforcé. Et par exemple, hein, le fait de planter un arbre fruitier avec le reste du cordon ombilical, ça participe à la conservation de la nature. Mais donc, il y a aussi des comportements qui méritent d'être améliorés. Donc, je leur demande de les améliorer. Mais voilà, voilà. D'accord, c'est très intéressant parce que du coup, votre travail permet de voir en fait toute la complexité de l'apport des accoucheuses traditionnelles et des sages-hommes aussi, des mambo, euh, dans les services écologiques qu'ils rendent, les services sociaux qu'ils rendent aussi, donc dans la question de la naissance, dans l'approche pharmaceutique, etc. Mais tout cela, en fait, vous dites que la valeur, ce que j'ai compris, c'est que la valeur surtout des accoucheuses, c'est qu'on est aussi dans un contexte très particulier de l'hôpital haïtien où les femmes peuvent perdre leur vie en plein opération chirurgicale pour l'accouchement parce qu'il y a des coupures d'électricité. Ouais, c'est l'une des raisons qui font que les femmes ne veulent pas aller coucher à l'hôpital. Et on pense que elle pense que la génératrice peut s'éteindre à n'importe quel moment. Et si ça arrive, voilà, il va mourir. Voilà. Donc, c'est-à-dire, aller accoucher à l'hôpital, c'est considéré comme une personne, comme une demi-morte. Un demi-mort, une demi-morte, voilà. Parce que, voilà, et puis à l'hôpital, l'hôpital public n'offre rien
du gratuit, c'est-à-dire il faut acheter la toile du gaz, les gants, tout ce qu'il faut. Parce que voilà, c'est une fausse gratuité. Donc c'est une raison qui dissuade les femmes de s'y rendre pour accoucher de leur enfant. Parce qu'il dit voilà, il faut tout acheter. Ouais, ça C'est ressemble beaucoup tout. aux hôpitaux, c'est très particulier. Je me rappellerai toujours j'avais été traumatisée au Niger quand je faisais mes recherches de terrain. On m'avait invité à assister à un accouchement la nuit, hein, et la femme est venue après 25 kilomètres de trajet. Et elle était elle était déshydratée. Et quand elle a Ouais. commencé à pousser, j'ai demandé s'il y avait une péridurale. Alors, l'infirmier, il était mort de rire. On est à 700 kilomètres de la capitale. Il m'a regardé, il m'a dit, même là, si la femme du président le réclamait, ce serait pas sûr qu'on ait une péridurale. Et j'avais été traumatisée. Et donc, ce que vous dites là, en termes, parce que voilà, il fallait chercher les gants, il fallait acheter les cotons, il fallait tout. Du Il n'y avait gaz, oui, savon, tout. même pas de pagne pour Mhm. décemment pour Ouais. qu'elle puisse Les accoucher. Donc, plans, oui. oui, c'est vraiment donc quelque Une chose qui, fausse gratuité, ouais. Fausse oui, gratuité. très familier dans Et l'esprit. lorsqu'une femme qui a les moyens, une femme de la classe moyenne, se rend dans un centre hospitalier pour accoucher, elle va subir une césarienne. Elle doit s'assurer qu'elle va subir une césarienne. Les femmes de la classe moyenne n'accouchent jamais par voie basse. Parce que elles n'ont pas l'habitude de marcher, parce que l'accouchement, et la femme rurale marche, vont marcher à pied, etc. Elles montent à dos d'âne, elles peuvent monter sur le dos d'un cheval, etc. Et elles marchent pendant des heures pour aller au marché. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui font du sport à leur insu. Et ça facilite le processus physiologique. Hmm. Ouais. Juste- Justement, c'est intéressant, vous avez parlé de la césarienne et que vous Oui. dites donc il y a une mécanisation de la césarienne qui semble être vraiment un problème à cheval sur Oui. plusieurs vies. Quel est votre regard Césarienne, là-dessus? la césarienne de confort. Donc, une femme qui a les moyens ne doit pas souffrir, elle doit se faire pratiquer une césarienne. Césarienne, ce qu'on appelle la césarienne de confort, qui peut impacter cette femme sur le plan psychologique. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, maghrébines en France, musulmanes, qui ont développé des problèmes psychologiques parce qu'elles ont découvert qu'elles n'avaient pas vraiment accouché de leur enfant. Parce que les femmes, lorsqu'on est sous péridurale, lorsqu'on est périduralisé, on n'accouche pas. Voilà, c'est comme t'es comme un objet, voilà, et voilà, tu n'accouches pas. Parce que, bah, on appelle, je pense à une notion, ça s'appelle le mal joli. Le mal joli, c'est un bouquin qui a été, le mal joli, c'est-à-dire l'accouchement est un mal joli. Pendant l'accouchement, tu souffres, etc. Mais après la naissance de l'enfant, tu oublies tes souffrances. Et tu es fier d'avoir accouché de ton enfant. Voilà, d'oublier tes La jumeaux. douleur est Ouais. valorisée en fait. Oui, oui, oui. Oui. Il faut souffrir pour mériter cet enfant. Donc, il y a des femmes musulmanes qui disent, ah, je ne mérite pas cet enfant parce que j'ai pas souffert. J'ai été périduralisé. D'accord. C'est très intéressant. Vous dites aussi que ces matrones, elles mettent en œuvre une pédagogie régénératrice Régénératrice et réparatrice. oui, et Régénératrice et réparatrice. réparatrice. Oui, oui. Qu'est-ce que cela signifie et quels sont ses effets, quels sont les effets de cette pédagogie pour les mères qui accouchent et le reste des vivants? C'est très intéressant. Merci pour la question. Alors, moi-même, c'est un concept que je développe, hein, la pédagogie régénératrice et réparatrice. Et je l'ai théorisé dans un article qui s'appelle La pédagogie régénératrice et réparatrice, hein, et un travail qui a été publié par l'UNESCO. Et actuellement, je suis en train de coordonner un bouquin sur l'application, je dirais, intradisciplinaire de ces concepts. Donc, je l'ai inventé, mais je me suis inspiré de mes observations de terrain, des pratiques des matrones, etc., pour pouvoir élaborer ce travail. C'est-à-dire, c'est pas un concept que j'ai créé X nihilo à partir de rien. Donc, il est vraiment ancré dans la réalité rurale, en paysanne haïtienne notamment. Bon, la conception selon laquelle le corps de la femme qui accouche est ouvert
par la grossesse et particulièrement par l'accouchement, et bien voilà, a poussé les matrones à et, créer des rituels thérapeutiques visant à restaurer le corps de cette femme. Non seulement le corps, bon, le corps au sens large, c'est-à-dire les vagins notamment, les bains de vapeur, ça permet, voilà, les bains de feuilles, les tisanes, vous voyez, les tisanes pour débarrasser le corps du reste et des restes de sang, parce que le sang de l'accouchement est considéré comme impur. Donc, il faut purifier la femme après l'accouchement. Donc, les rites de purification. Donc, tisane, décoction, etc. Massage. Et les bains de feuilles, la vapeur chaude des feuilles doit pénétrer le vagin de cette femme pour, pour nettoyer non seulement ce vagin, mais également l'intérieur du corps. Il faut nettoyer l'intériorité et pour que cette femme redevienne impure, pour que son corps redevienne à son état initial, et que cette femme soit apte à accoucher, à contracter une nouvelle grossesse. Donc, il s'agit de gérer la fertilité de cette femme. Bien, c'est très intéressant. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, professeur Damus. Merci pour l'invitation et moi je suis disponible pour vous accorder d'autres entretiens sur les femmes. On a beaucoup de choses à dire sur les femmes. Très bien. Je vous remercie pour cette conversation passionnante. Rendez-vous au mois prochain pour un nouveau épisode de